Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Hey, bonjour, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Hi-ha! On arrive du Festival de Saint-Tite, c'était extraordinaire. Doc Mayou, bonjour. José. Hey, je travaille tellement avec une vedette, là. Faut être là pour voir le tout. Il y a un petit retour de son en passant. Oui, il y a un retour de son, là. On va essayer de régler ça, là. Je pense que c'est correct. Mais c'est incroyable. Il faut le vivre, là, pour le croire, à quel point Doc Mayou, sur sa carriole, avec les beaux chevaux, quand on fait le tour, quand il y a la parade, les gens crient son nom, scandent son nom. C'est incroyable. Hein? C'est magique. José, je vais devoir te faire une autre confidence. Tout à l'heure, il y a à peine 10 minutes, Marie-André Saint-Pierre du service des ventes du 106.9 ici à Trois-Rivières et André Beauchamp, qui est la responsable, la directrice de la promotion, m'ont confié qu'elles étaient dans le stade. José, est-ce que tu peux croire qu'on a été les seuls, nous deux, et notre chariot, à être ovationné? Ben, je ne savais pas ça. Moi non plus. Alors, Julie Boulet était là. Le ministre Champagne fédéral était là. Il y avait des dignitaires. Et aucun n'a eu la salve d'applaudissements et l'ovation que nous avons eue. Alors maintenant, on espère tous qu'il écoute l'émission puis que ça paraisse. Oui. Merci aux auditeurs. Merci de leur chaleur. Et je pense qu'on doit un beau merci aussi à l'armée de bénévoles pour le service de sécurité, l'organisation, le déplacement des foules. Il y a du monde là. C'est devenu extrêmement sérieux. Ouais. Ah, il y a énormément de monde. Là. Et on peut en profiter aussi pour, à l'occasion, remercier la Sûreté du Québec qui secondait, qui était très présente, qui était visible et qui secondait les services de sécurité ou de bénévoles. C'est vraiment j'ai été intéressant. Très impressionnée. Puis à plusieurs niveaux, de par la quantité de monde présente. Ouais, j'en reviens pas, là. C'est quoi? Moi, j'ai demandé à des gens qui sont habitués d'y assister au festival. Moi, je suis pas très bonne dans l'évaluation des foules, là, mais je répète que plusieurs m'ont dit à peu près 100 000 personnes pour la parade. Ça fait-tu du sens, ça, selon vous? Écoute, je calcule qu'il y avait au moins 40 % de plus de spectateurs le long de la parade que l'année dernière. Oui, et c'est un monde énorme. que vous connaissez. Moi, c'est un monde que je découvre grâce à vous, entre autres. C'était tellement... Moi, j'étais impressionnée aussi par tout l'environnement, les écuries, les propriétaires d'attelage, ceux qui prennent soin des chevaux, qui les coiffent pour qu'ils soient beaux. C'est magique, ce monde-là. Puis du bon monde, hein? du monde là qu'on voit... Ça paraît beau, la parade, là, mais c'est parce que c'est tout le travail qu'il y a derrière ça pour, évidemment, discipliner les chevaux, pour les élever. En tout cas, moi, je les salue. Denis, entre autres, celui qui était avec nous, propriétaire Denis Lanto, de l'attelage, et sa famille aussi qui travaillait. Ils devaient être brûlés net, eux autres, après la parade. C'est un travail physique beaucoup aussi. Là. José, me permets-tu une petite réflexion qui m'est venue en soirée? Hier, après la visite à Saint-Tite, j'ai l'impression que Saint-Tite est en train de devenir le plus gros avènement pour la nation canadienne-française au Québec. C'est un happening canadien-français. C'est l'équivalent d'un énorme powwow amérindien pour notre nation canadienne-française. Et qui ont inclus, José, le cheval de trait. Le cheval de trait, les chevaux, là, ça a permis au Québec d'être ce qu'il est maintenant. Sur deux plans. Le développement géographique, développement des terres, et aussi le développement financier. Parce que fut un temps où il n'y avait pas d'argent au Québec. Et ce sont les chantiers qui ont fourni. Les chantiers qui ont été organisés par des Anglais d'Angleterre, comme au Lac-Saint-Jean, John Murdoch, Price Brothers, c'était des anglophones, des Anglais qui ont payé en argent sonnant. Et ça a permis dans ma famille d'avoir de l'argent, concrètement. Il n'y avait pas une scène, tout se faisait
sous forme de troc. Mon père avait 24 ans, puis il n'y avait pas une scène dans la maison. On échangeait des biens et services. Et là, les chantiers ont permis, avec les chevaux, ils ont permis d'amener de l'argent, de vendre du bois, entre autres en Angleterre, d'exporter du bois à l'époque. La même chose en Mauricie. Et on a constaté hier que les prophètes de malheur, José, qui disent que le Québec va mal, le Québec est pauvre à la Yves Lamontagne. Yves Lamontagne, ce grand psychiatre qui a déclaré, qui n'arrêtait pas de déclarer que le Québec était pauvre. Il devrait prendre ses jambes et aller au Festival de Saint-Tite. Le parc de Roulotte confirme qu'il y a un paquet de millionnaires au Québec. Il y a un paquet d'individus qui valent 1 million de dollars. Ça, je pensais pas m'ostiner là-dessus avec vous ce matin. Là. Moi, je suis d'accord qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui ont beaucoup d'argent, mais on a une partie de pauvres beaucoup aussi. Là. Oui. Je ne dirais pas que le Québec est riche. Là. Non, mais... Puis, si vous allez, moi, vous comparez dans le domaine que je connais, là, si vous allez dans les marinas au Québec versus les marinas aux États-Unis, on ne parle pas pantoute de la même genre de catégorie de riches. Là où je voulais en venir, c'est qu'il y a 48 ans, j'ai assisté au peut-être pas le premier, mais 2e ou 3e festival de Saint-Tite avec mes parents. J'avais 18-19 ans à l'époque, puis on était montés, on avait rempli l'auto, puis on est allé à Saint-Tite. Écoute, les roulottes de l'époque, la grosseur et l'argent qui était senti là, ça n'a aucun lien avec ce qu'on voit maintenant. Alors, il y a eu un enrichissement majeur, colossal au Québec dans les 40 dernières années. C'est ça mon point. OK. T'sais, il y a eu un enrichissement visible. D'une certaine partie de la population. Visible. Oui. Et si, oui, alors il y a de plus en plus de millionnaires. Nos milliardaires, par contre, étaient absents. Je pense pas que la famille Jean Coutu aille les Desmarais, Jean Coutu, Lise Wattier. Je ne crois pas que ce monde-là aille au Festival de Saint-Tite, sauf erreur de ma part. Mais c'est toute une fierté, vraiment. Là, bravo à toute l'organisation. Tout ça, exactement, tu as mentionné le mot. Ouais. Je suis fier d'être Canadien-Français. Oui. Je suis fier de ma race. C'est rare, hein? Là, il y a un prochain festival de la galette dans mon beau coin de pays à moi, d'où mes origines, à Louisville. Moi, c'est Saint-Ursule, mais festival de galette s'en vient aussi. Puis, si la tendance se maintient, on devrait être présent également sur place. 8 octobre. Exact. Alors, on va y aller. J'ai bien hâte de voir ça aussi, mais c'est des beaux événements de rassemblement où on voit que le monde est de bonne humeur, puis le monde est festif aussi. Ça a très bien été. Je pense que la nation canadienne-française est en train de se doter de grands moments de rencontre. Savez-vous quoi? Je vais en profiter, moi aussi, pour un petit point. Je vous en ai parlé ce matin, puis je vais pas entacher, puis c'est pas de la faute du tout au festival de Saint-Tite. Moi, la partie désagréable, mais en même temps, j'étais conditionnée à ça. Je m'en attendais. Quand tu t'en vas dans un festival, faut que tu sois patient pour rentrer et pour sortir. Oui. Mais je suis content que tu l'amènes. Oui, ça m'a permis de constater. Moi, c'est au niveau du comportement humain là, que je veux... parce que moi, de Saint-Tite à Batiscan, là, c'est à peu près 40 minutes en temps normal. Là. Ben moi, pour partir de Saint-Tite, pour me rendre à Batiscan, ça a pris 2h35 minutes. 5 km, arrête. 5 km, arrête. 5 km, arrête. Et tu sais pourquoi? Je pense que c'est important de le mentionner. Oui, à cause du pont Unisens, c'est comme ça qu'on le dit, One Way. Unisens, c'est ça? En tout cas, juste de... À voie unique. À voie unique. Bon, c'est un pont à voie unique. C'est ça. À Saint-Stanislas. À Saint-Stanislas, là, il y a un problème lourd. Bon, fait que ça évidemment, ça a fait beaucoup de blocages. Mais quand je dis le comportement humain, c'est pendant que tu es arrêté, évidemment, tu as juste la voie pour sortir de Saint-Tite qui est bloquée. L'autre est pas mal libre, là. Et là, on voyait toutes les motocyclistes dépasser par la voie de gauche. Ça, à la limite, je me dis, bon, c'est une ligne double, mais ils payeront en contravention. Mais ce que j'ai trouvé très dangereux, c'est qu'il y en a plein qui dépassaient par la voie de droite dans l'accotement. Ça, d'une part. Et deuxième part, moi, il y avait une voiture en arrière, une jeune fille dans la vingtaine. Elle, là, était toute seule dans son auto. Je pense qu'elle l'a pas accepté. Fait que ce qu'elle a fait, elle s'est tassée. Elle roulait dans la voie de l'accotement pour pas que les motocyclistes passent par là. Moi, je me suis dit, elle, là, elle se dit, je peux pas y aller. Ils iront pas non plus. C'est spécial, ça aussi, comme... Oui. Alors, il y a le comportement face à un refoulement. Il y a eu un refoulement épouvantable. J'ai été pris dans le même, là.
la même situation que toi. Et le pont de Saint-Stanislas, chers auditeurs, pose un problème majeur. Alors, c'est un pont à voie unique, c'est-à-dire on ne peut pas se croiser sur le pont, c'est ceux d'un bord qui passent, et puis ceux de l'autre côté attendent. Et c'est alterné. Les bénévoles ont été irréprochables pour faire cette circulation-là, mais le problème, c'est ce vieux maudit pont-là. On fait quoi avec? Hey, il y avait des ministres, là. Julie Boulet, Champagne, compagnie, les maires. Vous faites quoi avec le pont? Saint-Tite, c'est en train de devenir un événement canadien-français annuel. Mais là, vous écœurez le monde avec le pont de Saint-Stanislas, qui bloque la libre circulation à partir de Saint-Tite. Ça fait toute la différence. Ça écœure le monde solide. Ouais. On est rendu là. Parce que Saint-Tite, c'est pas tellement appelé à rapetisser, là. On est rendu aussi à pause. OK. Bon. On va s'arrêter, mais juste avant, je veux quand même annoncer notre sujet. Alors, pour que les gens puissent se préparer, nous téléphoner également, nous écrire. On va se calmer. Je vais me le calmer, là. Ben non, pas en tout. Que c'est ça, vous calmez. On aime ça quand vous vous emportez. Oui, mais écoute, je suis d'un peuple qui ne sait pas mourir. C'est Louis Aymon puis Félix-Antoine Savard. Et nous sommes d'une race qui ne sait pas mourir. Aujourd'hui, je suis fier de ça. Dans le journal de Montréal, dans la chronique de Régent Tremblay, Le chemin de croix et Jonathan Drouin, on parle pas de ça du tout, là, mais à la fin, complètement. Il parle de Jacques Villeneuve parce qu'il dit les habitants du Berdo auraient pu compter sur un troisième motif de fierté. C'est là que Jacques Villeneuve a acheté une immense terre et a fait ériger une belle maison. Mais Villeneuve, on le sait, est en train de liquider ses biens au Québec et il est retourné vivre en Europe. La principale raison, c'est que Villeneuve trouvait le système d'éducation du Québec trop permissif et pas assez exigeant sur le plan scolaire. On veut savoir si vous êtes d'accord avec Jacques Villeneuve. Bon, on veut connaître votre opinion et votre expérience aussi. Moi, j'aimerais ça aujourd'hui, Doc, je sais pas si vous êtes comme moi, mais parler autant avec des parents qui ont des enfants qui sont à l'école, des jeunes ados, etc. Parler à des étudiants, parler à des professeurs également, ça pourrait être bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jacques Villeneuve qui dit qu'au Québec, le système d'éducation est trop permissif et pas assez exigeant sur le plan scolaire? Moi, je trouve ça... je suis renversé. Prétentieux un peu, honnêtement. Un peu? C'est pédant. C'est-à-dire, OK, oublie ce que je viens de dire. On recule. Oui. C'est que c'est un propos de Jacques Villeneuve qui est rapporté par Régent Tremblay. Est-ce que Jacques Villeneuve s'est déjà expliqué sur cette déclaration-là? Parce que des déclarations tonitruantes, pédantes et hautaines, il n'y en est pas sa première. Qu'est-ce qu'il veut dire par système d'éducation au Québec trop permissif et qu'est-ce qu'il veut dire par pas assez exigeant sur le plan scolaire? Là, chacun de nous, puis j'ai eu l'occasion de le vérifier ce matin, chacun de nous va attribuer une compréhension, sa compréhension au mot trop permissif, sa compréhension à l'expression pas assez exigeant sur le plan scolaire. Oui. Honnêtement, là, c'est un peu n'importe quoi. Mais ça nous donne un prétexte. Oui. Pour sonder les gens. T'sais, lui, ce qu'il pense, c'est une chose, là, mais ça nous permet d'ouvrir le sujet. Aujourd'hui, là, dans ce thème-là, on peut autant parler, c'est quoi trop, pas assez exigeant? Moi, il y en a plusieurs qui... Encore là, je trouve tellement que ça dépend de chaque jeune. Tu sais, je lisais des articles dans le Journal de Montréal de Québec. Il y a le blog des profs. Je sais pas si vous avez l'occasion de lire ça. Non. Et je pense que c'est à chaque semaine. Là, il y a différents profs, 1, 2, 3, 4, 5, sont 5 à écrire là sur différents sujets. Et je vais vous donner l'exemple. Il y en a un qui a écrit « Nos élèves sont des super-héros ». Et il commence en disant, alors qu'ils sont souvent traités de paresseux, qu'on leur sert continuellement la même rengaine, comme quoi leurs prédécesseurs étaient plus travaillés en queue, nos jeunes du primaire, du secondaire sont levés chaque matin pour tenter d'être à la hauteur des attentes des multiples adultes qui croisent leur route. Et là, bon, j'en passe, il continue. Parfois arrivé dans un service de garde à 6h45 le matin,
Après avoir affronté une routine presque oppressante, nos enfants doivent déjà être dans un état de performance afin que ceux qui sont en autorité sur eux soient satisfaits. Vient ensuite le cadre de la classe, on leur dit encore comment faire, quoi faire, comment faire pour réussir. Et lorsque l'élève verra son parent venir le chercher, il sera écoulé plus d'une dizaine d'heures durant lesquelles il y a toujours quelqu'un à l'observer, le juger et le recadrer. J'ai trouvé ça très bon comme analyse. Et là, après ça, on dit que les jeunes sont pas assez... le système est trop permissif, pas assez exigeant. Mais on peut parler des parents aussi. On peut parler de notre façon de faire au Québec aussi, là. On peut parler de beaucoup de choses. Première réalité. Depuis 30 ans, il y a eu graduellement et assez rapidement un renversement du ratio parents-enfants au Québec. Fut un temps où il y avait plus d'enfants que d'adultes dans les familles. De ces enfants-là. Ben oui, facile à calculer. Dans l'ancien temps, ça faisait 15 à 20 enfants par famille. Mais, mettons 6, 7, 8 en moyenne. Non, mais il y a eu un temps où c'était pas rare des familles de 15-20. Oui, il y a eu ça. Dans ma propre famille, il y en a eu une, mon oncle Joseph, 19, bon. Avec d'une femme. Même femme, 19 enfants. Bon, maintenant, la moyenne n'était pas 19, là. La moyenne, 8 à 10 par famille. Alors, il y avait plus d'enfants que de parents, incluant les grands-parents. Maintenant, il y a eu un renversement sévère. Oui. Là, tu as 1-2 enfants. 1,6 en moyenne. Oui, 1,6 enfants en moyenne par femme en âge de se reproduire. Ces enfants-là, dans beaucoup de cas, ont 2 parents, 2 beaux-parents, des grands-parents de chacun de ceux-là. On parle pour un enfant, là. Avez-vous réalisé le fardeau? Et là, s'ajoute la gardienne de garderie, l'enseignante, la gardienne du midi, la gardienne après les classes dans bien des cas. Alors, il y a un renversement et le commentaire sur le blog réfère à de multiples adultes. C'est un problème. Parce que de tous ces adultes-là, il y en a plusieurs qui sont littéralement tordus sur plusieurs plans et vont nuire, vont écraser l'enfant. C'est un problème actuellement au Québec qui n'est pas dénoncé. Alors, multiples adultes, ça veut dire quoi? Ça veut dire un renversement du ratio enfant-adulte. L'enfant est littéralement sous le poids de parents, les beaux-parents, les nouveaux conjoints des parents, les parents de ces nouveaux parents-là. Écoute, grands-parents, je ne sais pas trop quel nom leur donner, là, mais ça se fourre tout le nez dans la vie du jeune, là. Pour la plupart, particulièrement du côté des femmes. Et là, une information que moi, je me permets de répéter souvent, c'est pas surprenant qu'il y ait un enfant sur 2 qui soit stressé au Québec, là. Bon, et on va la ramener, celle-là. Ben oui. Ce qui a comme résultat, un enfant sur 2 vit une tension intérieure indue qu'il ne devrait pas vivre normalement. Où est le problème? Je viens de vous donner une bonne hypothèse explicative. Bon, la question aussi qu'on pourrait demander, Doc, là. Oui, mais juste avant, parce que vous m'amenez là-dessus peut-être à reformuler aussi la question. Oui, on peut parler du système d'éducation, mais la faute est à qui? C'est-tu vraiment le système d'éducation? Voilà. Ou c'est l'entourage, les parents? Il y en a plusieurs aussi qui mettent de la pression en plus sur les épaules de leurs jeunes. Puis il y en a qui ont aucun intérêt également envers leurs jeunes. Fait que si on enlève tous ces extrêmes-là, il reste-tu un jeune équilibré, puis il en reste un sur combien? Alors, 1 sur 2 qui est anxieux, qui est stressé, qui va avoir de la difficulté à performer parce que la tension intérieure qu'il vit est trop grande. Pourquoi vit-il autant de tension intérieure? 1, renversement du ratio. Il y a trop de bonnes femmes au-dessus de lui. Deuxièmement, la qualité moyenne du corps professoral au Québec. Bon, ça, c'est un autre point. Qualité moyenne du corps professoral au Québec. Il y a d'excellentes enseignants. Il y a d'excellentes enseignantes au primaire. Ouais.
il y en a plusieurs que ça vaut pas cher le livre, mais ça n'a pas été évalué. Il n'y a pas d'ordre professionnel. On ne peut pas dégommer une incompétente ou un incompétent plus tard qui s'est glissé dans le système. On ne peut pas. D'ailleurs, il y a un article dans le blog des profs qui est sorti, c'est jeudi dernier, de Sylvain Dancause qui a écrit, et qui parle du décrochage des enseignants. Et lui, il dit que le taux d'abandon moyen des enseignants là, varie entre 25 et 30 % après la première année et monte jusqu'à 50 % après 5 ans. C'est énorme, là. Et là, pourquoi c'est comme ça? Oui, j'ai hâte de t'en... Bon. Oui? Qu'est-ce qu'il dit? Bon, tout d'abord, semblerait-il là, que c'est avant tout une question de relations émotionnelles qui entourent l'enseignant et que la gestion de classe est l'élément qui a le plus d'incidence sur le risque de décrochage des enseignants. Puis il dit qu'à l'école, là, ils l'apprennent pas aux profs parce que un prof dans une classe, il a sa matière. Ça, là, des pédagogues, il y en a plein de bons. Mais des gens qui sont capables de gérer des comportements en classe, c'est là que ça atteint les professeurs puis que c'est pas tout le monde qui sont capables de gérer le tout, puis qui se disent wow, moi j'ai pas fait toutes ces années universitaires là pour faire être gardien dans ma classe puis gérer des différents comportements puis des troubles d'adaptation puis les surdoués en même temps que les handicapés, etc. Fait que ça, on dit que c'est très difficile pour les profs. Ouais. Et l'iniquité aussi là dans la tâche parce que il y a des classes ordinaires avec ceux qui ont plein de difficultés, et il y a des classes avec des élèves performants et motivés. Fait que t'as un prof qui a une classe super motivée et performante. Après ça, t'as un autre prof, lui, c'est tous les cas problèmes. Fait que ça vient... Et souvent, quand tu commences, c'est là que t'as des classes plus difficiles. Fait que lui, il dit, ça pourrait pas être le contraire, que ceux qui ont de l'expérience, qui soient avec des cas difficiles, puis plus que le nouveau professeur va faire ses années, on y en donnera plus dans sa cour. C'est logique, ça aussi, il me semble. Là. Au niveau des solutions, là, il y a tout qu'un débat à faire. Écoute, on a voulu être inclusif. Oui. On a voulu être inclusif depuis 30 ans au Québec. Depuis 40 ans. 30 à 40 ans, on a voulu être inclusif. Oui. Est-ce qu'il y a des effets négatifs à trop vouloir inclusif? C'est-à-dire à inclure dans le cheminement normal les individus qui ne sont pas capables de suivre le cheminement normal. Quel est l'impact sur les meilleurs élèves, des moins bons élèves, des moins performants ou des problématiques? On n'a jamais osé se poser des questions de front. Ses parents en dessous, oui, mais il a le droit, mais mon jeune, il a le droit. Puis, oui, ton jeune, il a le droit. Est-ce qu'il a le droit de nuire aux apprentissages de quelqu'un qui est doué? Jamais personne n'a posé cette question-là sur la place publique. Je suis le seul. Je vais revenir à l'enfant même qui est en difficulté. C'est pas d'y rajouter un stress sur ses épaules à lui que de vouloir qu'il soit... de vouloir plus que ses capacités. Là. Ça dépend. C'est du cas par cas. Écoute, je conseille des parents. J'ai fait 34 ans de la pédopsychiatrie. J'ai été impliqué dans toutes sortes d'histoires et je le suis encore au niveau du cégep et de l'université, au niveau de l'inclusion. Ça dépend, c'est du cas par cas. Il y a des individus qui peuvent être inclus sans nuire et il y en a d'autres qui peuvent être inclus dans une classe normale et nuire, tu n'as même pas idée. Alors... On va aller à la pause, Doc. Il est maintenant 9h56 minutes. Réservez votre circuit téléphonique. Vous pouvez nous écrire aussi. Vous êtes les bienvenus, mais on préfère de loin vous parler, comme je le mentionne toujours. Donc, on parle de notre système d'éducation, oui, mais versus également les parents des jeunes qui vont à l'école. Ouais. Y a-tu un constat, là? Y a-tu une amélioration? Y a-tu des solutions? Est-ce que nos jeunes sont en de bonnes mains pour bien réussir au point de vue académique, là? C'est le temps de réserver votre circuit téléphonique. On se sert aujourd'hui de Jacques Villeneuve pour ouvrir une discussion. Lui qui dit que la principale raison pourquoi il est retourné vivre en Europe, c'est que notre système d'éducation est trop permissif et pas assez exigeant sur le plan scolaire. Il y a plein d'angles qu'on peut prendre. On va aller au téléphone, mais juste avant... moi, je trouve que ça dépend tellement du jeune. Tu sais, pour certains jeunes, là, faire 15 minutes de devoir le soir puis de leçons, c'est trop. Pour d'autres, ils sont parfaitement capables de s'asseoir tranquille, faire 1 heure de travaux, même après l'école, ça leur convient. Mais c'est difficile de généraliser avec une question comme ça, évidemment, puisque chaque jeune est différent. Définitivement. Oui, les jeunes ne sont pas un groupe homogène.
Et jadis, dans les années 50 et 60, qu'avaient compris les communautés religieuses de frères et de sœurs et de moines, ils avaient compris que les jeunes, c'était pas un groupe homogène. Donc, il y avait au secondaire une séparation. Il y avait le cours commercial, il y avait le cours scientifique et il y avait le cours classique. À quoi correspondaient ces trois sphères-là, ces trois classifications, façon d'enseigner? Ça correspondait au talent intellectuel et il y avait aussi les cours de métier. Excuse-moi, il y avait une quatrième qui était les cours de métier. Alors, ça correspondait au talent intellectuel et aux aptitudes physiques. Mais il y a quand même une séparation au secondaire, là. Tu as le choix de prendre maths forte, de prendre sciences, chimie, physique. Il y a quand même à ce niveau-là, pour ces matières-là, une petite différence. Oui, alors ces différences-là, cette classification-là a été... je me souviens pas qu'elle a atteint un petit peu fin des années 70. On a aboli cette classification-là avec l'avènement des cégeps. On a aboli ça pour la remplacer par le système... Les programmes, là, c'est ça. Des programmes. Ouais. On va aller au téléphone à Trois-Rivières. On va parler avec Émilie. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour, Moi, Émilie. j'ai deux enfants Oui. primaires. Oui. Une petite puce qui a 7 ans, un garçon qui a 10 ans. Oui. Deux enfants extraordinaires avec des personnalités complètement différentes. Et moi, je suis une maman pas parfaite, mais très alerte. C'est-à-dire que je respecte l'autorité de l'enseignante. Jamais je vais dire à mes enfants, si une enseignante fait quelque chose que je trouve louche, je le dirai pas. Mais je me pose toujours la question parce qu'avec mon fils, depuis qu'il est à la maternelle, c'est plus difficile en classe qu'avec ma fille. Et je suis alerte et j'analyse beaucoup ses comportements, j'écoute la professeure et je me demande toujours, elle est où la limite pour le parent entre être un parent vraiment énervant qui n'arrête pas d'appeler le prof parce qu'il trouve que ce qu'il fait, ça n'a pas de sens, et être un parent qui ne dit pas un mot et qui ravale parce qu'il se dit que le prof doit connaître ça. Par exemple, quand mon fils était à la maternelle, le premier mois complet d'école, en septembre, donc il a 5 ans, il a été retiré de la classe. Il a été, en fait, dans les classes de maternelle, ils ont souvent comme un petit bureau avec une porte, là, où ils laissent des trucs. Et la professeure avait mis un bureau là, et mon fils était là. Parce qu'il était turbulent. Il était excité. En fait, c'était un petit gars excité. Bon, il a toujours été comme ça. Et je parlais, mais je n'osais pas, mais je lui disais, écoute, ça n'a pas de sens, enlever de là pour lui. J'ai toujours, là, il est en 5e année aujourd'hui, puis je me demande toujours, elle est où ta limite à moi entre je suis vraiment une mère énervante ou je suis une mère qui parle pas assez. Je trouve ça difficile pour les parents. Ça dépend. Le premier point pour répondre à votre questionnement, c'est la performance sur le plan d'apprentissage. Alors, comment il va dans les apprentissages scolaires, académiques? Au point de vue de notes? Oui. Ben, mon fils, ça va bien. C'est toujours 70 à 80, mais c'est un petit garçon il travaille beaucoup plus fort que les autres pour atteindre ça. Puis moi, je suis fière de lui parce que il est motivé puis il met des efforts. Est-ce qu'il a doublé des années à date? Non. Il Donc, il n'y a doublé jamais été question de doubler non plus. Par rapport dans le groupe, il se situe dans quel tiers de son groupe? Dans le milieu, dans la moyenne. Il est dans la moyenne de son groupe? Mais c'est un petit garçon très effacé parce qu'il est très émotif et il a peur du rejet, donc il se rejette avant que les autres le rejettent ou il va faire le clown pour se faire aimer. Mais par contre, point de vue académique, c'est un petit garçon qui travaille fort, il fait ses devoirs. Je sais que ça lui demande beaucoup d'efforts, mais il est très curieux. Moi, je vais faire juste une parenthèse, là. Moi, je trouve ça... Tu sais, déjà, là, que les garçons à l'école, on sait qu'on a une problématique au Québec. Moi, je trouve ça épouvantable qu'il ait été mis dans le petit coin les premiers mois de sa vie d'étudiant. Je ne sais pas comment vous avez fait. Ça donne pas le goût d'aller à l'école, mettons. C'était au mois de septembre. La professeure m'a appelé après 2 semaines pour me dire « Ton fils est TDAH, ça lui prend la médication. » Je suis partie à rire. J'ai dit « Oups, on sera pas long. Je vais peut-être me renseigner auprès de professionnels pour le TDAH. »
J'ai demandé un plan d'intervention. Il n'y a pas une semaine que j'ai pas appelé la professeure pour dire, ça te dérangerait-tu de l'enlever du petit coin, s'il vous plaît? Puis que je trouvais que je braillais, puis que lui braillait parce qu'il voulait plus aller à l'école, et que je le sentais vraiment rejet. Ben Mais, là, mais à partir du moment où tu appelles la direction, tu le dis à la prof à toutes les semaines, mais je peux pas rentrer dans la classe, le sortir du petit coin puis dire viens-t'en. Fait que tu sais, j'avais toujours ce malaise-là, je veux pas que mon fils déteste sa professeure, donc pour moi, je lui montre que qu'il y a des choses qui sont inacceptables, mais je n'irais pas, moi, blaster sa professeure devant lui. Je veux pas qu'il passe l'année à dire ma professeure, je la déteste, c'est ma mère. Émilie, deuxième étape. Est-ce que votre enfant a été évalué sur le plan du quotient intellectuel? Oui. Et à combien se chiffre-t-il? Je peux pas vous dire le chiffre. Je me souviens que c'était largement au-dessus de la moyenne. Alors, Et comment expliquez-vous qu'il soit largement au-dessus de la moyenne et qu'il réussisse dans la moyenne les apprentissages? Il est extrêmement distrait. Oui, ça soulève. Est-ce que vous l'avez fait voir par quelqu'un? Oui, il y a eu une évaluation avec une pédopsychiatre. Oui. Qu'est-ce qu'elle a conclu? Qui avait un TDAH. Qui effectivement, il y avait un trouble déficitaire de l'attention. Oui. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et on a braillé 2 semaines à se demander en première année s'il allait prendre la médication. Et à le voir revenir de l'école tous les soirs en braillant parce qu'il ne voulait plus y aller. Alors on s'est dit on va essayer. Oui. On a essayé. Il en prend maintenant. C'est pas de gaieté de cœur. Non, quel est l'effet? Non, vous parlez beaucoup d'émotions, mais moi, j'aimerais connaître les résultats. Alors, qu'est-ce qu'on lui a donné en première année et quel a été le résultat? On lui a donné du Concerta jusqu'en 4e année. Oui. Puis en 4e année, il m'a dit, maman, on dirait que ça marche pas. Bon, oui. J'ai dit, on va changer. Donc, on a changé pour Vivance et ça va bien. Donc, quel a été le résultat en première année lorsqu'on Le résultat, c'est qu'à partir du lendemain qu'il a commencé à en prendre, il était plus en punition. Puis, il a commencé à être capable de se concentrer. Les notes ont augmenté énormément parce que là, il était capable. Pourquoi, Émilie, comment expliquer qu'au lieu de nous parler des résultats, vous nous avez parlé de vos émotions? Nous taisant, nous privant, puis n'eût été le fait que je connais très bien le domaine, pour en avoir fait pendant 34 ans, vous auriez complètement omis de nous parler d'un résultat spectaculaire. Est-ce que je me trompe? Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Vous avez préféré nous parler de vous, au lieu de nous parler d'un résultat spectaculaire pour votre enfant. Ben oui, parce que je suis une mère émotive, faut croire. Mais je suis très fière de lui, là, qui a un résultat spectaculaire. L'un ne va pas sans l'autre pour moi, là. N'eût été de ma perspicacité, vous en auriez pas parlé. Mais encore là, Doc, la question, c'était le parent, le rôle du parent, là, pour le bien-être de l'enfant à l'école et au niveau de ses résultats. Je comprends qu'Émilie a voulu parler de elle comme parent puis se questionnait sur elle comme parent, ce que je trouve très noble de sa part de se remettre en question. Mais maintenant, avec le résultat qu'on a là, je comprends avec votre champ d'expertise que c'est important de savoir le résultat ou pas. Savez-vous quoi? Le résultat scolaire, puis ça va peut-être répondre à votre question, c'était pas important pour moi. C'était son bien-être émotif. Parce que le fait qu'il revenait, qu'il était rejet, qu'il revenait de l'école, qu'il se faisait tout le temps chicaner, et que du jour au lendemain, il a rentré dans le rang, entre guillemets, puis il a gardé sa personnalité en passant, puis ça, j'avais peur de ça parce qu'on entend beaucoup de choses. Pour moi, ça, c'était beaucoup plus important que le fait qu'il a passé de 60 à 80 %. Bon, alors... Pour moi, c'est c'est l'état émotif qui était important. Alors, passer de 60 à 80 %, quel résultat, quel impact que ça a eu sur son état émotionnel? Ah ben effectivement, il y a eu de l'estime il en manque encore un petit peu, mais il y a eu beaucoup plus d'estime de lui, beaucoup plus d'amis, il a confiance, il est capable de faire des choses qu'il ne pouvait pas faire. Je vous dirais pas que ça a été extraordinaire, là. Ben, vous venez de mentionner que le résultat scolaire n'était pas important pour vous, alors que là, vous êtes en train de nous convaincre que le résultat, que l'augmentation de sa performance académique a changé sa vie. Mais c'est pas... Mais je comprends ce que vous voulez dire, mais... Et qu'est-ce que je veux dire? Non, attendez un peu, vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux vous dire? Moi, je le vois comme à l'envers de vous. Vous dites que qu'est-ce que je veux? l'augmentation des notes a été extraordinaire. Oui. Mais mon fils,
je pense pas qu'il aura... en tout cas, j'ai de la difficulté à l'exprimer, mais je pense que lui, le fait d'être capable à la base de se contrôler et de comprendre a fait que ça lui a donné de la confiance et qu'il a augmenté ses notes. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que puis écoutez, là, l'image va être forte, là. En 2e année, mon fils m'a dit, « Maman, j'entends tout en double. » C'est là que moi, j'ai eu un coup de 2x4 dans le front. Ben, c'était en première année, avant sa médication. C'est là que j'ai dit, OK, ça va vraiment pas. Lui, dans sa tête. C'est terrible, un enfant qui dit qu'il entend double. Ça veut dire quoi? Ça va tellement vite qu'il entend. Je peux même pas me l'expliquer encore aujourd'hui. C'est pas facile, Émilie. C'est pas facile parce que vous avez mentionné que le résultat scolaire n'était pas important pour vous, mais ça l'était drôlement pour lui. Et qu'est-ce qui était important? C'est pas le résultat scolaire pour votre enfant, c'est qu'il soit capable de performer à la hauteur de son talent. Et ça, je suis pas sûr qu'on vous a bien guidé là-dessus. Est-ce qu'on vous a parlé de ça? Non, mais moi, je pense exactement comme vous, là. Peut-être que je m'exprime mal, mais moi, mon enfant, je suis contente Émilie, qu'il ait des bonnes notes. je viens de pas des 100%. Je viens de vous poser une question. Qu'on m'a expliqué quoi? Qu'il fallait que ce soit bien émotivement? L'écoute, c'est pas votre point fort, hein, Émilie, en passant? Peut-être. Essayez d'écouter un peu plus, parce que ça devient beaucoup plus intéressant. Et si vous le faites avec moi, si vous écoutez pas trop avec moi là, dans notre échange, pas sûr que vous écoutez plus vos enfants. Alors, c'est un point à faire attention. OK? Allez-y, je vous écoute. Non, bye. OK. Bonne réflexion. Merci. Vous retenez quoi, vous, de ça? Parce que, Émilie, là, moi, je suis convaincue que plein de mères qui se retrouvent exactement dans ce qu'Émilie nous a raconté. Mais avec votre expérience à vous, là, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui manque dans cette histoire-là? C'est que il manque, je comprends qu'une mère puisse être bouleversée par le fait que son fils l'a dur à l'école. Oui. Maintenant, lorsqu'elle le raconte, quels ont été les facteurs qui ont vraiment contribué à améliorer la vie de l'enfant? Sa vie a été améliorée par ses résultats scolaires. Pas parce qu'il avait des meilleures notes, parce que le jeune avait l'impression de réussir à la hauteur de son talent intérieur. Et son malheur venait de là, entre autres. Puis deuxièmement, qu'il était puni parce qu'il ne performait pas à la hauteur de ce que lui pressentait être son talent. Puis, vous avez passé par-dessus, là. Bon, moi, je suis comme Émilie, là. Ce côté émotif, ça m'a beaucoup touché, là. Il me semble que si tu veux être sûr de traumatiser un jeune à la vie étudiante, là, le premier mois de sa vie étudiante, tu le mets dans un petit coin pendant un mois de temps. Je trouve ça épouvantable. C'est épouvantable. Tu l'as mentionné, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a des enseignantes, il y a des gardiennes, il y a des enseignantes de maternelle à tous les niveaux qui manquent de jugement. Pourquoi un ordre professionnel? Pour pouvoir rapporter à un ordre professionnel des comportements comme ça, afin que l'ordre professionnel, le syndic de l'ordre professionnel enquête et détermine si c'est un comportement acceptable ou pas. C'est pour ça que les enseignantes ne veulent pas d'un ordre professionnel. Elles ne veulent pas être enquêtées. Elles ne veulent pas se faire dire à un moment donné, ton comportement sur ce point-là est inacceptable. C'est inacceptable. On va aller à la et nous pause. autres, on le dit. Oui. Et cette femme-là l'a fait des centaines de fois, probablement, cette enseignante-là à la maternelle. Oui. Parce qu'elle se considérait légitimée d'agir ainsi. Est-ce que l'ordre professionnel aurait été d'accord? Puis il y a un point, là, puis on n'était pas passé dans cette direction-là, c'est pour ça que j'ai pas voulu changer le cours de la conversation. Mais quand elle a dit que le lendemain qu'elle a pris ses médicaments, il n'était plus en punition. Ah oui. Non, mais il y a deux possibilités, là. Soit que son comportement a changé drastiquement, ou soit que le prof, il a dit, bon, ils m'ont écouté. Il y en a des médicaments, on va l'enlever de là du coin maintenant. José. J'en ai entendu des histoires comme ça, que l'enfant était étiqueté, puis que les parents se sont battus, puis que suite au fait qu'il ait pris de la médication, l'attitude du professeur a changé. Pas parce que le jeune il a changé, parce qu'il prenait des médicaments. Alors, lorsque je faisais de la pédopsychiatrie, qu'est-ce que je disais aux parents? De ne jamais prévenir l'école que le jeune avait pris du Ritalin après le déjeuner.
Tu sais, un clinicien... Nos idées se suivent. Un clinicien peut être, à l'occasion, un peu rusé. C'est bien Parce ça. que, oui, ça, c'est l'effet Hawthorne. À partir du moment où il y a un autre... à partir du moment où tu préviens quelqu'un, oui, il va modifier sa perception. Ouais. On va à la pause. On veut vous entendre. Il y a peut-être des professeurs à l'écoute aussi puis qui disent oui. C'est pas de même partout. Puis si on était mieux outillés, peut-être qu'on pourrait mieux aider les jeunes aussi à réussir. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique, vous aussi. Aujourd'hui, c'est une grosse question et c'est tellement du cas par cas. C'est tellement aussi une question, je pense, je vais même aller jusqu'à là, d'école en école, de prof en prof, de jeune en jeune, parce que Jacques Villeneuve est allé d'une déclaration pas mal généralisée, allant dire que notre système d'éducation au Québec était trop permissif et pas assez exigeant sur le plan scolaire. Au point de vue exigence, tu sais, on peut parler, par exemple, que rendu au cégep, rendu à l'université, c'est pas tous les jeunes qui ont un français impeccable. Ça, tu sais, à ce niveau-là, là, si on se compare avec d'autres écoles à travers le monde, on peut y aller dans cette direction. Mais aujourd'hui, puis dans le cadre de notre émission à nous, ça serait plus intéressant, je pense, d'aller dans le vécu des gens. Là. Est-ce que les profs sont bien outillés? Est-ce qu'il y a des mauvais profs? Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont pas à la bonne place? Est-ce que le fait d'inclure tous les jeunes dans une même classe, c'est vraiment ça la bonne recette? C'est de par votre expérience à vous, ça serait bien intéressant de vous entendre. On parle souvent des jeunes en difficulté, mais il y a les jeunes surdoués qui sont laissés beaucoup également de côté. Là. Il y a autant de décrochage chez les jeunes surdoués en passant parce que ça va trop lentement pour eux autres. Puis c'est pas évident pour les parents non plus. Moi, savez-vous ce que j'ai vu? J'ai une petite parenthèse juste avant de parler avec Martin. Oui. J'ai vu sur un compte Facebook de quelqu'un qui écoute l'émission. Il avait mis une photo, puis lui, je savais parce que dans le passé, j'avais eu une entrevue avec lui parce que son jeune, c'était un surdoué, puis c'était très difficile. Oui. Et j'ai vu il a mis une photo, je pense qu'il a fait un village au complet en bloc Lego. Fait que lui, je pense qu'il a réussi à stimuler l'intellect de son fils à la maison en lui faisant faire des plans puis des constructions de blocs Lego. J'ai trouvé ça tellement intelligent de laisser son intellect tout le temps stimulé. Si à l'école, ça allait plus lentement, ben, au moins à la maison, on pouvait se laisser aller de cette façon-là. Ça, c'est un rôle de parent intéressant. Est-ce que tu savais que c'est beaucoup plus difficile d'accompagner des enfants doués que des enfants déficients? Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Alors que souvent dans les familles, lorsqu'il y a un enfant problématique, l'accent est mis sur l'enfant problématique ou moins doué et le doué le laisse à lui-même, alors qu'il requiert beaucoup plus de stimulation et d'accompagnement. Vous le voyez souvent. Celui qui est en difficulté, c'est tout vers lui l'attention. J'ai eu l'occasion d'affronter la fureur de plusieurs mères qui avaient malheureusement un enfant autiste. Et ils consacraient toute leur attention et leur énergie. Et j'en ai plusieurs en tête. Et les autres t'es laissé pour compte. Négligent. Entre autres, dans une famille, il y avait une petite fille qui était manifestement surdouée. Et parce qu'elle était surdouée, la mère ne s'en occupait pas. À un moment donné, je l'ai ramassée. Je lui ai dit, écoute, je veux bien que tu consacres beaucoup de temps à ton enfant autiste, mais l'autre a encore plus besoin de toi. Elle était en furie à claquer à la porte du bureau. Ah oui, c'est venu la chercher. Alors, par la suite, elle s'est calmée et je pense que ça a fait des petits. Sais-tu, là, c'est une question... Et ça, là, c'est un cas qui est survenu dans les années 80, mais à maintes reprises depuis et encore. Bon, ben, vu que vous en avez vu beaucoup, là. Oui. Est-ce que c'est... Comment expliquer ça? Dans la tête de la mère, elle se dit, bon, elle va bien celle-là, je vais m'occuper de celle qui a de la misère. C'est-tu conscient ou... Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est sûr que ça préserve d'une culpabilité. C'est une tentative d'essayer de se soulager d'une responsabilité. Madame, lorsque quelqu'un vous dit que votre enfant il a un déficit, il a un handicap important, c'est pas de votre faute. Mais c'est pas de votre faute. OK. Je comprends. Oui, ben ça là, va jusque-là à se sentir coupable que leur enfant est... OK. Puis, je les comprends.
La psychanalyse dans les années 50-60 au Québec affirmait haut et fort à Montréal, enseignée à l'Université de Montréal par Camille Lorrain et sa clique qui arrivait de Paris, que les cas de schizophrénie, c'était à cause de leur mère qui les avait rendus comme ça. Il y avait une culpabilisation scientifique. OK. Il y a un passé à ça. On part de Ça a loin. été horrible. On a parlé de la mère schizophrénogénisante. C'est-à-dire de la mère qui est tellement mauvaise. Puis là, il y avait toute une histoire de bon sein, mauvais sein, qui avait rendu son enfant atteint de schizophrénie. Ça Mais s'enseignait à fallait-il- l'université, ça. Camille Lorrain, Denis Lazure et compagnie. On va aller au téléphone, Doc. On va parler avec Martin qui nous appelle de Québec. Bonjour, Martin. Oui, bonjour. Bonjour, Écoutez, Martin. je sais pas s'il y en a un qui en a parlé avant, puis j'ai pris l'émission un petit peu sur le tard. Il y avait un reportage super intéressant la semaine dernière à Télé-Québec sur les enfants. Le titre, c'était « Mon enfant surdoué ». En fait, c'est que ce que ça disait, c'est qu'il y a des études en France qui sont super, super sérieuses, qui dit que il y a des diagnostics de TDAH qui ont été posés par erreur, alors que les enfants, c'était des surdoués plutôt que des troubles de déficit d'attention. Ils s'emmerdaient en classe, les enfants. Fait qu'ils devenaient agités, ils apprenaient rien, puis tout ça, parce qu'ils apprenaient pas de la bonne façon. Moi, je pense que notre système d'éducation, il est archaïque, puis il est pas adapté aux nouvelles réalités psychologiques des enfants. Martin, s'il vous plaît, ne jetez pas l'eau du bain avec le bébé. Écoute... Vous voulez dire quoi? Non, ben, notre système d'éducation est archaïque. Là, vous faites Jacques Villeneuve. Non, Est-ce il qu'il n'est y pas aurait adapté lieu- aux nouvelles réalités. Eh boy. Je vais vous donner un exemple. Mon Bon, petit garçon, allez-y, moi, allez-y. mon petit garçon, c'est un petit garçon créatif au bout, OK? Il a 7 Oui. ans. Puis, écoute, je l'ai pogné à regarder sur sa tablette l'autre jour des toiles de grand-mère, des affaires de même. Il s'intéresse pas aux mêmes affaires que les autres enfants, puis tout ça. Mais il peut paraître bizarre un petit peu des fois à cause de ça. Il aime ça écouter des grands compositeurs, des fois, tu sais, des mélodies de grands compositeurs. C'est pas le genre d'affaires qu'un enfant s'intéresse d'habitude. Il me demande d'aller visiter le musée des Beaux-Arts, des affaires de même. Mais si on y enseigne par la créativité, en passant par le chemin que lui est à l'aise là-dedans, il va apprendre à la vitesse de l'éclair, là, tu sais, vous comprenez? Mais un autre petit garçon qui est sportif, ben, il apprendra pas de la même façon que mon garçon, tu sais. Mais pourtant, ils sont toute la gang dans la même classe, puis on leur enseigne toute la même affaire, toute de la même façon. Mais je suis pas sûr que c'est la bonne solution. Bon, alors, lorsque votre fils de 7 ans vous demande d'aller visiter le musée des Beaux-Arts, j'espère que vous vous empressez de l'y accompagner. Bon, oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bon, voilà. Ben, il a déjà été au moins une fois, puis là, je vais y retourner encore cette année. Bon, là. Les expositions c'est changent, ça. ça évolue. C'est ça, puis il va vous faire d'autres demandes qui ne sont pas coutumières pour un jeune de 7 ans. C'est ça. Alors, c'est votre rôle, vous et la mère de l'enfant, de l'accompagner là-dedans. Mais Et à ça- l'école, il peut stagner un peu à certains endroits. Bon, si on ben, essaie d'y enseigner de la même façon que le petit sportif, là, tu sais. Non, laissez faire le sportif. Vous êtes à l'emporte-pièce. Est-ce que cet enfant-là a une mère? Oui, Comment vous vous entendez avec la mère? très bien. On est encore ensemble, il n'y a pas de problème. Non, comment vous vous entendez avec elle? Je vous ai pas demandé si vous étiez ensemble. Comment vous vous entendez par rapport à votre fils? On pense généralement de la même façon en parlant du fils. Là. Généralement, c'est sûr que comme toutes les couples, des fois on peut s'obstiner sur des niaiseries. Là. Comme? Mais, Sur quoi vous vous généralement- ostinez? À propos de l'école, pas grand-chose en général. Vraiment rien à propos de l'école. Est-ce qu'elle est comme vous à l'emporte-pièce, puis puis elle est pas aussi pompée que vous? Non, pas du tout. Elle est plus posée que moi. Bon, elle est plus posée. Est-ce qu'elle est capable de vous le dire ça que prend vous de êtes... l'équilibre dans ce temps-là? Oui, est-ce qu'elle est capable de vous exprimer que vous êtes gazé pas mal à l'occasion? Oui, elle va me le dire, oui. Et comment vous réagissez lorsqu'elle vous dit « Ouh, je pense que t'es gazé, t'es pompé solide, là. » Comment vous réagissez? Bon, ça prend quelques secondes que je le réalise, là, puis à un moment donné, on se calme. On prend Vous, le temps vous de le se calmer prenez bien? après. Vous faites une OK. bonne équipe. Oh oui, c'est correct, ça. On essaye du mieux qu'on peut. Continuez. Oui. Avec la vie essoufflante qu'on vit, là, souvent. là, parce que Martin, c'est une autre Martin. affaire. Non, Vous mais en c'est une avez autre combien affaire, ça, d'enfants? J'en ai L'essoufflé? qu'un. Vous avez Non, un mais- enfant, puis vous êtes essoufflé? Non, c'est pas la question. C'est que souvent, il arrive de l'école. Petit garçon, il vient de passer 8 heures sur les bancs d'école. Là, il faut faire des leçons avec.
Tu sais, là, on est super préparé, ces choses-là. Moi, je suis à mon compte. Fait que, tu sais, je veux dire, mais ce qui arrive, c'est que le petit garçon, il est plus réceptif, pantoute, rendu à la maison. Il n'y a plus rien qui rentre dans leur tête. Lui, il a envie de jouer, il a envie de s'amuser, il n'a plus le goût d'apprendre. Là. Ben, vous le laissez jouer. C'est ça, mais sauf vous le laissez qu'avec... jouer d'abord, et puis lorsque ça lui a fait du bien, lorsqu'il est détendu, vous pouvez prendre une demi-heure. Compte tenu qu'il est surdoué, on passe pas 3 heures dans des Non, je leçons. ne crois pas qu'il soit surdoué, je pense qu'il est différent. Pas surdoué, différent. Ah, OK, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Parce que, tu sais, le mot est large, surdoué. Hein. Il peut être surdoué dans un telle affaire, puis être moins doué dans d'autres affaires. Là, votre excitation émotionnelle vous dessert dans votre tentative d'aider votre enfant. Alors, autrement dit, pour être clair, dépompez-vous, vous allez être beaucoup plus aidant. OK? C'est bon. Merci de nous avoir parlé. Merci beaucoup. Mais ça m'allume sur quelque chose. Il prend rien. Je ne sais pas quoi en penser. Mais au niveau des leçons, là, puis au niveau des devoirs, premièrement, ce que vous dites là, moi, je pense que c'est super important d'aller au rythme de l'enfant. S'il arrive, il est stressé, c'est pas le temps de le remettre tout de suite dans les leçons, les devoirs, puis il faut s'adapter à son rythme à lui. Là, ça, je suis d'accord avec vous, mais ça se peut-tu que dans certains cas, que les leçons devoirs, c'est pas tant les enfants que ça dérange, mais les parents? Tout ça est vrai. Tout ça est possible. Tu sais, de ce que j'entendais, là. J'étais à mon compte, on arrive, c'est le temps du souper, c'est le temps... Fait que c'est peut-être l'horaire des parents aussi qui est très chargé. Puis que c'est eux autres que ça dérange. Ils sont 2. Le ratio, dans ce cas-ci, 2 adultes pour un enfant, il vient se plaindre qu'il est essoufflé. José, là, j'entendais une animatrice ce matin. Si un vous essouffle, faites-en pas 2, puis vous auriez pu y penser avant. Ouais, il y a peut-être une petite réorganisation. Catherine a mentionné ça ce matin. Elle dit, posez-vous des questions avant, là. Si vous êtes essoufflé par un... une matière à réflexion. Matière à réflexion, là, au niveau de votre organisation, votre planification, parce que, écoute, c'est pas gros, là. On va aller à la pause là-dessus. Donc, au retour, on s'en va à Gatineau et... Au réseau Cogeco. On va remercier Jacques Villeneuve qui nous amène une belle opportunité de discussion sur notre système scolaire. Lui qui a dit avoir quitté le Québec principalement parce que notre système d'éducation est trop permissif et pas assez exigeant sur le plan scolaire. On veut savoir si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Tantôt, on a parlé de jeunes TDAH, etc. et qui prenaient du Ritalin, Vivance, Concerta. On a Guillaume qui écrit et dit « J'ai un ami qui faisait semblant de prendre du Ritalin pour que le prof le lâche et arrête d'être sur son dos avec l'accord de ses parents. Des profs qui s'acharnent et veulent que les élèves plus turbulents soient sous médication, il y en a. Vivement, j'ai voté au Congrès des jeunes pour un ordre professionnel pour les enseignants. Je suis moi-même dyslexique et je peux vous jurer que j'ai toujours été en retard sur tout le monde dans mes cours de français avec à peine à passer chaque année avec des 61%, alors que partout ailleurs, j'avais au-dessus de 80%. Jamais on a voulu changer le cours de mon cheminement scolaire. Il était préférable de me laisser patauger. Donc non, je ne suis pas en accord à intégrer les personnes à problème dans les mêmes cours. Pour les professeurs, cela devient très complexe de donner 5 fois des matières différentes pour les différents sous-groupes, plus rapides, plus lents dans la même classe. J'ai un ami professeur qui passe tout son temps à faire des plans d'intervention pour les élèves en difficulté de sa classe. C'est l'éducation des autres avec une cadence normale qui en est affectée, selon moi. Oui. Point intéressant. On va parler avec Louise de Gatineau. Puis d'ailleurs, attends un petit peu, là, il y a une chose qui a été mentionnée qui est extrêmement importante et dont on a fait fi dans ce cas-là. Un enfant peut réussir, par exemple, dans le premier tiers de sa classe en mathématiques et être dans le dernier tiers en français. Ce n'est pas un problème qu'un TDAH, là. Il peut être dyslexique. Et si on le cantonne selon sa performance en français avec des élèves du même niveau, on va lui nuire singulièrement. Et il y a des adaptations là, à faire qui peuvent être extrêmement prometteuses. Oui. Mais il me semble que c'est pas rare, ça. Hein? Tu sais, des jeunes sans problématique, là, mais qui soient, exemple, plus forts en sciences, en mathématiques, en biologie, etc., plus faibles en français, et l'inverse. Tout est possible. C'est pas rare, ça. Tout est possible. Oui, tout est possible. Il y a toutes les combinaisons. Ouais. Maintenant, généralement, lorsqu'il n'y a pas de problème, c'est pas mal... La plupart réussissent de façon assez uniforme.
on commence à se poser des questions lorsqu'on perd cette uniformité des résultats dans différentes matières. On va aller parler avec Louise. Bonjour. Bonjour. Louise. Bonjour, Prof. Mayou et José. Félicitations à votre émission. Tellement contente que l'automne soit revenu pour qu'on puisse vous revoir encore. Merci. Tantôt, vous parliez des enfants surdoués. Moi, j'ai une petite fille qui est surdouée. Et à l'école, au début, elle était disputée continuellement parce qu'elle dérangeait. Elle dérangeait dans le sens qu'elle avait terminé. Puis là, elle voulait parler, elle s'ennuyait. Donc, les parents, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont assis avec la direction et il y avait un psychothérapeute qui était là pour voir. Et ils l'ont mis dans une classe enrichie avec des élèves à peu près de la même force scolaire. Et depuis ce temps-là, ça va comme du charme. Même aujourd'hui, au secondaire 2, elle est encore dans une classe enrichie à l'international. L'an passé, elle est exemptée de toutes ses matières pour l'examen final, sauf ceux du ministère. Elle en a eu 2. En mathématiques, elle a eu 100% et en français, 97 de moyenne. Je pense que si les parents n'avaient pas fait cette intervention-là, elle se serait ennuyée puis elle aurait peut-être été rétrogradée au lieu d'avancer rapidement comme elle le fait. La seule chose qui n'est pas normale dans ce que vous mentionnez, c'est que ce soit aux parents de contacter la direction et de dire, écoutez, on a l'impression que notre enfant là, pourrait être intégré dans un groupe beaucoup plus stimulant et dans son intérêt. Ça, c'est de valeur et c'est une des failles de notre système où on a cru. Il y a beaucoup d'enseignantes qui ont véhiculé l'idée que les plus forts dans une classe pouvaient créer un entraînement pour les plus faibles. Ça a été largement... Pardon? C'est exactement ce qui avait été dit. Lorsqu'elle était en 2e année, 3e année, on va peut-être l'utiliser pour aider les autres, mais c'est pas ça que le but. On veut qu'elle elle-même chemine. Donc, c'est vraiment les parents qui ont insisté pour qu'elle change à ce moment-là. Oh oui. Et même d'école, là. Oh oui. Il y a des enseignantes, et puis elles étaient nombreuses, les enseignantes, à véhiculer cette idée qui n'a pas de bon sens. À l'occasion, ça peut être, lorsqu'ils sont plus grands, ça peut être très valorisant pour des doués d'aider des moins doués. À l'occasion, pas au détriment de leur propre cheminement. Oui. Merci, Louise, d'avoir pris le temps de nous parler. Merci de le dire. Oui, merci beaucoup. Tu sais, l'abolition des classes par aptitude ou par talent, ça n'a pas été l'idée du siècle, ça. On est en train, d'ailleurs, classe enrichie à l'international. As-tu vu les beaux mots qu'on a sortis pour ressusciter l'équivalent d'un cours classique ou d'un cours scientifique qui existait jadis, qu'on a aboli à grands coups de hache? Pourquoi faire simple quand ça peut être compliqué? Hein, c'est un peu ça, la résultante. On va parler avec Sébastien de Québec. Bonjour. Bonjour. Sébastien. Moi, je rejoins un petit peu les propos de Jacques Villeneuve. Je ne cautionne pas à 100%, mais pour moi qui suis français et qui ai vécu l'éducation française, oui, je trouve qu'au Québec, il y a un petit manque à quelque part. Mais pas juste au niveau de l'éducation, c'est un ensemble de tout. C'est les professeurs, c'est les parents, c'est les enfants. Avant, il y avait une éducation. L'éducation était un métier, était une passion. Les enseignants enseignaient, ils faisaient leur éducation et ils faisaient aussi ils avaient leur autorité pour garder les élèves en classe. Et les parents continuaient l'éducation à la maison et avaient une certaine autorité. Aujourd'hui, il n'y a plus d'autorité. Les professeurs ont plus d'autorité. Dès qu'ils veulent s'affirmer, les parents commencent à s'en mêler. Donc, le problème, il vient un petit peu de partout. Et il y a aussi le fait que la passion chez les professeurs n'est plus aussi présente qu'elle l'était avant. Qu'est-ce qui vous permet de conclure ça, Sébastien? Vous avez quel âge, Sébastien? Moi, j'ai 42 ans. Vous avez 42 ans. Et sur quoi vous appuyez pour dire que aujourd'hui, là, la passion n'est plus au rendez-vous chez les professeurs? J'ai 3 enfants, j'ai 3 garçons qui ont été qui sont à l'école. Bon, j'en ai un qui a fini.
J'en ai 2 qui sont encore à l'école, un en secondaire 3, un en secondaire 5. Oui. Je les ai vus grandir quand même depuis la maternelle. J'ai dû aussi passer par le système parce que j'ai mon plus jeune garçon qui a été diagnostiqué TDAH. Moi, j'étais pas content. Je me suis battu un peu avec l'école parce que j'admettais pas le diagnostic qui faisait, parce que on disait que mon garçon était pas attentif, qu'il était il s'amusait en classe. Sébastien, pourquoi que vous êtes battu avec l'école alors que normalement c'est un médecin qui porte le diagnostic de TDAH? En fait, c'est parce que c'est plusieurs critères qui ont fait. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que en France, les Français, on n'est pas fort sur. Aujourd'hui, je sais pas, mais dans mon temps, la vieille France, c'est pas une pilule qui arrangeait les affaires. Donc, Sébastien, au fait, si la vieille France était si reluisante que ça, pourquoi l'avez-vous quittée? Je l'ai quittée pour l'amour. Mais attention, je me suis adapté. J'ai fini quand même par accepter. J'ai fini par voir le changement. Mais Sébastien, si vous me permettez, Doc, moi, il y a une question qui n'a pas été répondue, là. En quoi votre expérience vous fait dire que nos professeurs sont moins passionnés qu'avant? Parce que c'était ça votre propos, là. Par rapport à ce qu'ils font, moi j'ai assisté à des réunions de parents d'élèves, par rapport à l'implication qu'il y a, par rapport à même envers moi j'ai eu mon fils qui a des problèmes qui a eu de gros problèmes en orthographe, et la raison a été que à un moment donné, l'éducation du Québec, c'était on donne un texte aux enfants avec des fautes, l'enfant doit lire son texte et corriger les fautes. On s'entend que un enfant à partir de 2 ans, même peut-être avant, c'est une éponge. Ils apprennent, c'est des éponges, ils absorbent. Le gamin, il lit son texte 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois pour trouver les fautes. Il enregistre les mots avec les fautes quand il les voit pas tout de suite. Donc après, lui demander de changer l'orthographe du mot parce qu'il y avait une faute, c'est incompréhensible pour moi. Voyons. Vous avez un point. Vous avez un point, c'est qu'on a essayé toutes sortes de choses au Québec. Certaines expériences ont été plus concluantes que d'autres et certaines ont été plus désastreuses que d'autres. Maintenant, j'aurais une question pour vous. Vous avez référé beaucoup à l'autorité. L'autorité, c'est important pour vous, la vieille France, puis etc. Est-ce que vous avez déjà frappé vos garçons? Non, frappé, non. Un petit coup de pied au cul, oui, peut-être, mais jamais frappé. Un petit coup de pied au cul dans cette façon de parler ou au sens pratique, là? Non, mais... non, pas frappé. J'appellerais pas ça frapper. Vous savez, comme entre amis, des fois, on se pousse un peu par l'épaule, là. Vous voyez, oui. On taquine un peu. Est-ce que vous avez déjà donné des coups de pied à vos enfants? Non, mais... OK, j'ai jamais frappé mes enfants. Quand j'ai un petit coup de pied au cul, c'est un petit coup de pied au cul gentil, là, pour dire, wake up, là, mais jamais... Est-ce que vous avez déjà donné un coup de pied au derrière? J'ai mes enfants. Oui. Bon, Sébastien, 42 ans. Est-ce que votre conjointe a déjà frappé vos fils? Ben non, jamais. Ils n'ont jamais eu de claque de la part de leur mère? Non, jamais. Jamais eu de fessée? Non, jamais. Et vous, avez-vous déjà donné la fessée à vos garçons? Peut-être. Peut-être, je me souviens pas, mais peut-être. Je pense que oui. Je me souviens pas, peut-être. Non, Sébastien, 42 ans. Vous êtes supposé, vous venez de la vieille France, ça paraît, mon Sébastien. On ne frappe pas les enfants. OK, Sébastien? Bonne réflexion. Merci. On doit d'ailleurs s'arrêter, on est très en retard. On va aller à la pause tout de suite. De toute façon, je pense pas qu'on a besoin de rien commenter. On va aller directement parler avec Sonia qui nous appelle de Thetford Mines puisqu'il reste pas beaucoup de temps à l'émission. Bonjour, Sonia. Oui, bonjour. Sonia. Ben moi, dans le fond, bonjour. J'appelle pour dire que moi aussi, tantôt, vous parliez d'un ordre pour les professeurs, que ce serait vraiment nécessaire. J'ai connu moi, j'ai 3 enfants, puis j'ai connu autant une très mauvaise prof qui était trop bien entourée, puis une très bonne prof qui était très mal entourée. Je m'explique, la bonne prof, c'est mon garçon, il était quand même très actif, puis dans les récréations, il brassait un peu tout ça, puis la direction avait décidé d'y enlever ses récréations.
Ça faisait une semaine, puis les parents n'avaient pas été avisés encore. C'est même la prof qui nous en a avisé pour dire, regarde, là, je trouve pas ça correct, puis il devrait pas perdre ses récréations comme ça, mais qu'on n'avait même pas été avisé, là. Fait que ça, c'est du côté de la bonne prof qui est mal entourée. Puis le contraire aussi, c'est qu'il y avait une prof avec ma fille en première année. C'était permettez-moi l'expression, une vraie folle. Plusieurs de ses élèves avaient fait dans le culotte que ça soit pipi, caca, parce qu'elle voulait pas qu'il aille aux toilettes pendant la classe, parce qu'elle dit, t'avais juste à y aller pendant la récré. Il était en première année, les enfants, là. Ma fille, en première année, elle me parlait mal au ventre à tous les matins. Elle voulait plus aller à l'école. Elle parlait même de suicide en première année. Elle voulait plus aller à l'école. Fait qu'à un moment donné, j'ai demandé à rencontrer cette prof-là. La direction n'a pas voulu que je la rencontre, elle seule. Ils ont toutes associé les profs qu'il y avait avec, en édu, en art plastique, etc., etc. Puis ils nous ont fait rencontrer dans une salle, mettons. Fait que là, moi, j'y allais pour régler le problème de la prof. Fait que là, tous les enseignants, ils passaient tour à tour pour dire, ben moi, votre fille, là, ça va super bien, super fine, un peu lunatique, on la ramène, puis ça vient, ça va super bien, tout ça. Toutes les profs ont dit ça à tour de bras jusqu'à ce qu'on tombe sur cette prof-là qui a dit, ben comme les autres ont dit, elle est lunatique, elle écoute pas, elle fait pas ses affaires, elle avait juste que du négatif à dire. Fait que là, j'ai mis le poing sur la table puis j'ai dit, là, parce que moi, j'ai déjà envoyé une enregistreuse dans le sac de ma fille. Là, j'ai sorti l'enregistreuse, j'ai dit, j'ai des choses à faire entendre ici, si vous voulez les entendre, là. J'ai dit, il y a des choses qui vont se régler ici. Ouais, Sonia, malheureusement. Sonia, oui, Sonia, c'est plate qu'on doive cesser. Maintenant, la technologie moderne sert José et Sonia à toutes sortes de fins maintenant. Bonne fin de journée, tout le monde. À demain. Merci d'avoir été là.